Ok, super, on est en live. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce mardi interview. Vous savez, vous l'adorez. Je vais inventer une intro bientôt. Ça va être le tic-tac, tic-tac. It's the mardi interview. Bienvenue à toi et Julie. Je suis ravi de pouvoir te recevoir sur mon mardi interview. Moi Comme aussi. d'habitude, comme d'habitude, lorsque vous arrivez en live, vous écrivez live si vous le regardez en live et si vous le regardez en replay, écrivez replay. Et on ira vous faire un coucou à la fin de cette interview avec Julie. Julie, nous, on a un point en commun. Mhm. On a un point en commun, on a vécu tous les deux en Australie. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu brièvement de cette expérience? Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller en Australie et puis qui t'a ramené du coup à La Réunion? Bon, déjà, j'ai 35 ans, donc ça fait 15 ans que j'y ai été. Voilà, et j'y suis restée. Enfin, je suis partie, j'avais 21 ans, et je suis partie parce que faire mes études à La Réunion, enfin en France, c'était chaud. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 19 ans, donc j'ai commencé à travailler tout de suite et j'ai fait une fac d'anglais. Tu sais, la fac que tout le monde fait quand tu sais pas quoi faire là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et j'ai fait donc 1 an de ça, et ensuite j'ai fait 1 an de fac d'histoire. Pareil, le truc que tout le monde fait parce que tu sais pas trop quoi faire. Sauf si tu es passionné d'histoire, bien sûr. Excusez-moi pour ceux qui ont fait une fac d'histoire et qui sont devenus profs, par exemple. Voilà. Mais voilà, donc moi je travaillais à plein temps en même temps, donc c'est vrai que j'ai plus euh, mis en avant mon travail que mes études. Et j'avais fait 2 gros voyages en Europe, donc 2 mois et 3 mois pendant ces 2 années-là, enfin une année et l'autre année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je restais en France, j'allais jamais faire d'études parce que ça m'intéressait pas du tout et je sais pas, il y avait un truc qui me gênait. Alors, il faut savoir que je parlais pas du tout anglais, avant de partir. J'ai fait un bac L et tout, donc je suis censée avoir un bon niveau en anglais, mais pas du tout. Hem Et en fait, du coup, je suis partie pour faire mes études. Donc, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait, Run Australia, je crois, et qui faisait du coup des visas, enfin qui aidait à faire les visas étudiants et tout pour partir là-bas. Et c'est ça qui m'a poussé à partir in the first place. Voilà, premièrement. Donc, On met les ouais, sous-titres, donc ça a t'inquiète été. pas. Tu peux mettre de temps en temps, Julie, un peu de mot d'anglais, on mettra les sous-titres à la fin. Ouais. Bah après, ça, c'est moi, hein. Moi, je suis bilingue, donc ça veut vraiment dire que mon cerveau, il est à 50% en français et à 50% en anglais. En plus, je passe mes semaines à enseigner l'anglais, donc j'ai un organisme de formation aujourd'hui. Moi, Ouais. j'ai vécu 7 ans en Australie, donc je suis rentrée, bah, j'avais 29 ans, voilà. Et c'est là, enfin, j'allais sur mes 29 ans, donc c'est l'année de mes 28 ans, et c'est l'année où j'ai eu ma fille. Voilà. Ta première fille, et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir à La Réunion, toi, Julie? Racisme systémique, principalement. Ouais, non, vraiment, c'était au bout d'un moment, j'ai mon meilleur ami qui est malaisien, donc ça fait 13 ans qu'on se connaît, et il m'a dit à un moment, I'm so tired of fighting to be here. Et en fait, voilà, ce qui veut vraiment dire, enfin, je suis vraiment fatiguée en fait de me battre. On a l'impression qu'on se bat tout le temps pour genre se faire valoir là-bas, que si on n'est pas blanc et qu'on est, du coup, on vient pas d'une caste privilégiée, c'est assez difficile. Moi, j'ai jamais su avant de partir là-bas que j'avais une tête d'arabe ou d'indienne ou de brésilienne, et que du coup, je n'étais pas du tout dans la catégorie des privilégiés. Parce que voilà, quand tu es à La Réunion, tu regardes pas trop ta couleur ou à quoi tu ressembles et tout. Et c'est vrai que là-bas, on m'a bien fait sentir que bah ouais, je serai jamais là-bas. Après, de toute façon, enfin moi, ça me dérangeait pas jusqu'à un certain point. En fait, il s'est passé un truc en 2013. Donc j'avais un boulot, ça faisait 1 an et demi que je travaillais pour une grosse boîte de télécom. Donc en 6 mois, je suis devenue manager national. Enfin voilà, j'étais vraiment reconnue, entre guillemets, pour mon travail. Je gagnais très bien ma vie. Je manageais plus de 300 personnes, donc je gagnais très bien ma vie. Et un jour, on m'a accusée d'avoir volé des téléphones. Et je crois que ça a été le truc qui m'est resté là, et je me suis battue, hein, je me suis battue pendant 2 mois pour faire valoir mes droits et tout. Ils ont tout fait, en fait, pour que l'histoire s'ébruite pas dans les médias, mais du coup, ils m'ont donné, près de 8 000 € de dédommagement, d'erreurs, voilà. Et c'est avec ça que, du coup, je suis rentrée à La Réunion, donc en Mmh. septembre 2013. Voilà, en 5 jours, j'ai tout vendu. J'ai vendu tous mes meubles,
toutes mes fringues, tous mes ustensiles, enfin tout ce que j'avais dans ma cuisine, enfin tout ce que j'avais emmagasiné depuis 7 ans et je suis rentrée et ça a été vraiment c'est pour ça que je te parle de vraiment de racisme systémique, c'est que c'était vraiment, c'était ça quoi. C'était ça la une des raisons principales. Voilà, l'intégration et tout qui a été quand même assez difficile. OK, OK, super. Donc merci pour ce petit partage. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui, on voulait parler du droit d'être. Mais je voulais que les personnes puissent déjà comprendre un peu qui tu es, ton parcours ces 10 dernières années. Avant qu'on aille plus loin, puisqu'on va parler du droit d'être, on va parler de l'amour de soi. C'est vraiment un sujet que Julie affectionne particulièrement. Vous allez Mmh. sentir sa passion là, hein. Accrochez-vous, préparez de quoi noter, stylo papier, hein. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Julie? Est-ce que vous pouvez me faire un petit feedback dans les commentaires? Bienvenue à toutes les personnes. Bienvenue à New Steel, Christine, Shashida qui est là. Bienvenue à Martine, bienvenue à Val. Bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder ce live. Julie, tu peux nous dire, toi, c'est quoi le droit d'être? Moi, c'est toi qui me l'as partagé. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Ça serait quoi le droit d'être pour toi? Mmh, alors, en fait, il faut comprendre l'histoire. Hmm. Ça a commencé parce que j'ai été invitée sur un sommet international qui sort, fin février, début mars, qui s'appelle, «Être artiste de sa vie», qui est organisé par Margot Frison. Je fais une petite pub pour Margot, aussi en passant. À En l'interviewer. fait, elle m'a invitée sur ce sommet donc pour parler en tant qu'intervenante, en tant que conférencière Mhm. et de fil en aiguille, en fait, à force d'échanges, je lui ai dit: «Mais en fait, j'ai envie d'appeler mon interview, soit» je sais même plus c'était quoi l'autre titre, «soit le droit d'être». Et en fait, ça lui a fait tu sais comme quand tu as un truc, quand ton âme te parle et que tu respires un grand coup comme ça et elle m'a dit: «Non mais c'est ça en fait» et je lui ai dit: «Tu vois, c'est marrant parce que ça fait 1 an que je travaille sur, plein de choses qui se passent dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, qui sont pas forcément évidentes et qui sont très inconfortables», ce qu'on appelle des transmutations d'âme. C'est quand on change radicalement tout ce qu'on est en fait et du coup, c'est très inconfortable. C'est comme si tu sais plus trop qui tu es, tu te sens super perdu et en même temps, c'est super OK, en fait, donc c'est assez drôle comme sentiment. Mais le droit d'être, c'est vraiment cette, capacité à accepter tout ce qu'on est et tout ce qui nous arrive comme des expériences et non pas comme quelque chose de mauvais ou de bon. Mhm. C'est accepter tout ce qu'on est aussi, hem, tout ce qu'on croyait mauvais ou bon chez nous et qu'on prend en fait tel qu'on est. C'est, la capacité à, aïe! Pardon, j'ai mon chat qui vient de me mettre un coup. Ça fait C'est son partie, quart ça d'heure, fait elle partie veut de. jouer là, donc voilà, super, merci, Fleur, trop Ah, mettez-la sympa. sur le live. Ah non, mais en fait, elle m'a mis un gros coup là. Ah la méchante. Et du coup, c'est vrai que, bah, c'est vraiment 2 mots qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai envie d'approfondir et et d'ailleurs, voilà, comme je te disais, je travaille sur un programme, depuis quelque temps et qui vient de sortir là, de tous mes 4 corps d'un coup et qui était une évidence de l'appeler comme ça. Voilà, le droit d'être, c'est tout ça en fait. C'est l'amour de soi, c'est la compréhension de soi, c'est l'acceptation de soi, mais pas que de soi, c'est aussi l'acceptation de sa signature unique dans le monde et son expression de soi unique dans le monde et comment on va, l'exprimer. Et il y a un truc que j'ai trouvé qui était très drôle, à travers mes expériences et à travers mes mentorats avec les femmes, ces 5, 6 dernières années, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à être soi avec des gens qu'on ne connaît pas. Et moi, ce que Hmm. j'aimerais en fait apprendre aux femmes aujourd'hui, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même d'abord, pour être soi-même avec les gens de notre quotidien, c'est-à-dire notre famille, nos amis, quitte à en fait, bah, un peu les laisser de côté, penser ce qu'ils veulent de nous et d'être quand même alignés avec ce qu'on est et avec ce qu'on fait. Donc c'est un peu tout ça. Mmh. Comment tu expliquerais ça? Et je voulais juste rebondir, tu as parfaitement raison et c'est pour ça que lorsqu'on voyage, on est plus enclin à être vers l'ouverture de l'autre parce qu'on ne connaît pas les personnes qui nous entourent, on n'a pas on s'en fiche complètement d'être jugé. Comment toi tu expliquerais ça aujourd'hui, Julie, que lorsqu'on passe du temps avec des personnes qui nous entourent, ben, on a tendance justement à mettre un peu des masques, à se cacher pour être accepté? Hem, Comment toi tu expliquerais ça et quelles solutions tu pourrais donner à ce problème? Tu sais, il y a toujours
Après, je vais parler en tant que femme parce que je suis une femme et c'est mon expérience humaine. Donc, je suis incarnée dans un corps féminin. Donc, je vais parler de ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti moi. Mmh. C'est que déjà pour nous, en fait, c'est comme si même si on ne nous l'a pas dit, clairement, on a toujours cette espèce de devoir, en fait, envers l'autre, que ce soit envers nos parents, envers nos amis, envers nos enfants, envers nos conjoints, qu'on doit, en fait, faire passer tous ces gens-là avant notre bien-être et c'est marrant aussi de voir, à quel point quand on prend soin de soi, au début, on culpabilise, mais de ouf en fait, sur tout ce qu'on fait pour soi, en se disant: «Ah non, mais là, je vais prendre trop de temps pour moi» ou «Je m'autorise à prendre que 2 heures parce qu'après, ben, il faut que j'aille chercher mes enfants» ou «Il faut que j'aille faire à manger». Même si on n'a pas d'enfants, hein, je veux dire, voilà, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'a pas de conjoint, on se met toujours des obligations en fait vis-à-vis des autres, alors qu'au final, notre seule obligation, au départ, elle serait vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça, ce serait intéressant. Je pense que déjà, on m'a posé la question samedi, donc j'ai travaillé dessus depuis samedi. En fait, faire tomber le masque, ce n'est pas seulement enfin, on m'a parlé, de oui, comment tu fais, pour les vampires énergétiques ou comment tu fais pour te détacher du regard de l'autre. Donc c'est ça la question qu'on m'a posée samedi et du coup, sur le coup, franchement, j'ai pris du recul, tu sais, je prends beaucoup de recul et je ressens à l'intérieur ce que cette question veut dire pour moi et comment moi j'ai réussi en fait à vivre, bah, comme je vis aujourd'hui et en fait, je me suis rendu compte que c'est un positionnement de l'être. Donc encore une fois, on revient au droit d'être. C'est vraiment un positionnement de l'être. C'est vraiment à l'intérieur comment tu vas te sentir aligné dans ton cœur, dans tes émotions, dans ton ancrage, dans ton mental et aussi ta connexion à toute autre chose, qui est, plus haute que toi et que nous et que l'univers. Et ce positionnement, en fait, il peut se faire à travers beaucoup d'outils et notamment, moi, ce que j'ai conseillé à la personne, c'est qu'il y a des phrases qu'on peut utiliser, par exemple, qu'on utilise beaucoup en Access Bars, qui est un outil quantique de développement personnel et de soins énergétiques. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'Access Bars, c'est la formulation des phrases qui va être vraiment impactante pour ton mental. Donc tu vas pouvoir, juste en prononçant une phrase à l'intérieur de ta tête, même si tu parles avec quelqu'un qui tu as l'impression qui est en train de te juger ou qui est en train de se juger lui-même ou elle-même, et ne pas prendre cette énergie-là, tu peux vraiment dire des phrases à l'intérieur de ton mental qui vont permettre à ton mental, à ton émotionnel, à ton physique et à ton spirituel de s'aligner en fait tout d'un coup. Ça vient pas du jour au lendemain, faut pas non plus inventer des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose avec la pratique et avec les bons outils qu'on peut vraiment mettre en place tous les jours, travailler comme ça tous les jours, un petit peu de temps par jour, se consacrer du temps. Moi, je sais que tu sais, tous les jours, je travaille l'écriture. Donc en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre et en ce Mmh. moment, tous les jours, je fais 15 minutes d'écriture par jour. Ça permet vraiment de poser, d'ancrer et de lâcher en fait sur l'émotionnel aussi. Et du coup, bah, de se détacher. En se détachant, on crée de l'espace. En anglais, on dit to hold space. Et c'est pas Mmh. juste créer de l'espace pour soi, c'est créer de l'espace pour l'autre et créer plus d'amour pour soi et pour l'autre et pour le monde. Même si on choisit de ne plus avoir ces personnes-là dans nos vies. Tu vois? Mmh. Ça, c'est Mmh. super important. Je voulais rebondir puisque tu parlais de cette fameuse phrase que tu as tirée de Access Bar qui te permet finalement de revenir un peu dans le moment présent et d'aligner tous nos corps, dont tu vas nous parler un peu plus tard. Ça serait quoi cette fameuse phrase que toi tu utilises ou que tu as recommandée par exemple à la personne que tu as coachée ce samedi? Alors, tu sais, je fais toujours tout à l'intuition et au feeling. Donc j'adapte tout ce que j'ai appris au moment présent et à l'instant, surtout ce que la personne a besoin. Mais il y a Mmh. une phrase en Access Bars qu'on dit, c'est, «Ce qui ne m'appartient pas je renvoie à l'envoyeur ce qui ne m'appartient pas» ou «Ceci ne m'appartient pas». Ça, c'est Mmh. une phrase de base, mais vraiment. Le fait de dire: «Ceci ne m'appartient pas», c'est que quoi que l'autre puisse nous dire, ressentir, penser, que ce soit de nous, de lui-même ou de comment en fait, souvent, je travaille par exemple avec les couples et on me dit: «Oui, mais il me reproche ci, il me reproche ça». Oui, mais en fait, il te reproche ça pourquoi? Quelle est sa part de responsabilité à l'intérieur? Et ça aussi, c'est un autre concept que je trouve qui est super important et pour moi, c'est une des bases de l'être humain, c'est prendre la responsabilité pour ses actions. Et même quand quelqu'un te fait du mal sciemment, dis-toi quelle est ta responsabilité dans le fait que tu acceptes que cette personne te fasse du mal. Quelle est ta responsabilité dans le fait que tu acceptes de vivre telle ou telle relation amicale, amoureuse, professionnelle. Je ne parle pas forcément que du couple parce que ça, pour moi, c'est un truc parmi 1000 choses.
Mais il y a vraiment des choses qu'on peut utiliser. Et par exemple aussi, il y a eu une autre phrase que je lui ai donnée, c'était: «J'accepte l'autre dans son entièreté et j'accepte que cette personne a aussi sa propre histoire». Parce qu'on ne sait jamais d'où elle vient cette personne. Tant qu'on ne la côtoie pas, on ne sait pas pourquoi elle est comme ça, on ne sait pas pourquoi elle est triste, pourquoi elle est méchante, pourquoi c'est un vampire énergétique. Certes, oui, il y a des gens qui sont très, très, très lourds. Moi, j'ai vécu avec un pervers narcissique pendant longtemps. Je pense Boum. pas qu'il le savait, mais Ouais. c'était vraiment aussi important de prendre ma part de responsabilité là-dedans. Je voulais là, tu viens de dire juste un point que je voulais justement soulever, Julie, parce que cette semaine, j'ai eu une conversation avec une personne, qui me parlait justement d'une relation qu'elle a eue avec un pervers narcissique et c'est pour ça que tu viens de dire ce moment-là et tu parlais de prendre sa responsabilité. Je sais pas, c'est pour les peut-être les personnes qui ne connaissent pas ce terme pervers narcissique, est-ce que dans un premier temps, tu peux l'expliquer brièvement? Et puis après, on va rebondir sur comment se protéger de ce genre de personnes. Alors, ce terme, il est un peu controversé aujourd'hui. Ouais, c'est Voilà, vrai. parce que On les entend gens de sont plus pas en plus. forcément d'accord, du coup, je vais peut-être pas forcément expliquer le terme, mais on va dire que c'est quelqu'un qui va utiliser, son mal-être ou, son manque d'amour ou son manque d'énergie, pour te faire toi subir en fait des choses que lui, il ressent. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et puis parce que OK. je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait en fait, de se faire, rabaisser, alors qu'en fait, ça m'a pris longtemps avant de comprendre que c'était ça, que j'étais là-dedans, de m'en détacher et tout aussi. Et puis tu sais, c'était le père de mon enfant, donc ben, tu sais, quand tu as un enfant avec quelqu'un, au début, tu te dis: «Bon, ben, on va faire un effort» et puis en fait, Ouais, tu te rends compte que on ouais, c'est tolère. pas toi. Mais il faut quand même que tu prennes ta responsabilité là-dedans. Parce que même si la personne a des blessures de ses vies antérieures, de cette vie ici, et cetera, il y a quand même l'acceptation de la situation qui fait que toi, tu es responsable du fait que tu vives cette situation. Mmh. Et puis ça te fait grandir. Moi, ça m'a fait grandir, mais de fou, en fait. Le fait d'avoir pris la décision à un moment donné de partir, c'était dur, hein. J'ai élevé ma fille pendant, 4 ans toute seule. J'étais entrepreneur déjà, donc j'ai ouvert ma boîte en même temps que je me suis séparée, en même temps que j'ai ouvert l'asso, donc c'était beaucoup de choses d'un coup. J'ai déménagé avec ma puce et tout, enfin, elle avait que 2 ans et demi à l'époque et c'était en fait beaucoup de travail sur soi, beaucoup de détachement, c'était aussi de pas laisser l'espace à l'autre pour venir t'embêter, en fait, pour parler, poliment. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué de trouver aussi, bah, quel est le juste milieu aussi. Surtout que quand tu sais que tu vas avoir des rapports avec cette personne-là toute ta vie, bah, parce que, bah, c'est le père de ton enfant, Mmh. à quel moment, en fait, tu te détaches de ça et à quel moment ça change, tu vois? Et l'autre jour, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit: «Bah, alors ça va avec Charles et tout?» Enfin, bon, voilà. Je lui ai dit: «Bah, écoute, oui», elle me dit: «Ah, bah, il s'est amélioré». J'ai dit: «Mais en fait, tu sais, je sais pas. Je sais pas si c'est lui. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai fait en sorte de changer ma réalité et je pense que c'est ça la responsabilité qu'on a. C'est qu'est-ce que je fais pour moi changer ma réalité et quel espace je donne à la personne pour avoir un impact sur ma vie au final. Et c'est là où toi, tu peux contrôler que toi. Tu peux contrôler que ce qui se passe. Après, tu peux contrôler aussi ton acceptation des choses. Tu peux accepter que la personne, bah, elle est comme ça, elle changera jamais. Je te jure que quand tu fais ça, moi, ça a pris peut-être 2 ans ou 2 ans et demi. Mais aujourd'hui, je sais que moi, en ayant modifié mes codes, en ayant modifié mes équations, et ben, lui, en fait, il a changé. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a changé ou si c'est moi en modifiant mes codes, mon Mmh. énergie a changé, donc du coup, l'énergie aussi de la relation a changé. Mais en tout cas, ça a changé et c'est bien, tu vois? On s'en fout au final de savoir, qui a changé, quoi, comment, machin, du moment que toi tu sais que tu as travaillé sur toi et que tu as travaillé tes codes et tes équations, à quoi ça s enfin moi je cherche pas le pourquoi du comment, du machin, je me dis juste: «OK, moi je prends la responsabilité de travailler sur moi» et c'est là où je vais avancer moi. Super, donc là, tu vois même, parce que je crois qu'elle est rentrée dans le groupe récemment, donc j'espère qu'elle verra ce live. Donc c'est un message peut-être pour elle là maintenant et peut-être qu'elle te recontactera puisque toi, il t'a fallu 2 ans pour comprendre ce que tu as traversé et aujourd'hui, ben, voilà, ça t'a même fait grandir cette expérience. Ah oui. Heu, Lorsque tu me parlais également, c'était, hier où on s'est appelé et tu me disais que le droit d'être aujourd'hui, ça te permet c'est vraiment quelque chose où tu vas lancer ton podcast, tu vas lancer ton programme, tu vas écrire ton livre autour de tout ça. Et tu me parlais surtout des blessures d'âme. Mmh. Que
le droit d'être te permet de comprendre quelles blessures tu as aujourd'hui et finalement de s'émanciper, de comprendre et de soigner toi. Comment aujourd'hui tu peux aider les femmes? Parce que je crois que tu aides particulièrement des femmes, non? Oui, alors c'est pas exclusif, mais c'est vrai que oui, c'est naturel en fait, du OK, coup. OK. Ouais. Comment tu aides dans le droit d'être, dans ce programme que tu vas peut-être lancer que tu vas lancer, comment tu aides les Oui, femmes qui à commence le comprendre 27 février. bon, ben, voilà, le message est lancé pour toutes les femmes qui vont regarder. Comment tu aides les femmes en général à comprendre quelles blessures elles ont et de s'émanciper pour s'accepter pleinement comme elles sont? Waouh, ça c'est une grosse question ça, hein. Ouais, je sais. Hem Il faut au moins donner de la pépite là. En fait, c'est dur pour moi de Je peux répondre à cette reformuler si tu veux. Je vais reformuler non, la question. c'est en fait, mmh, tout au long de ma vie, il m'a été donné de vivre des expériences difficiles, Mmh. d'autres, moins difficiles, d'autres très légères, d'autres, magiques. Enfin, même quand c'était difficile, c'était magique quand même. Hem et en fait, à travers toutes ces expériences, j'ai eu, la chance de rencontrer, plein de personnes dans ma vie, que ce soit en Australie, que ce soit en Malaisie, à Bali, enfin partout, où j'ai voyagé et à chaque fois, cette personne a été mise sur ma route pour me faire comprendre quelque chose et surtout pour me faire comprendre quel pouvoir immense j'avais sur, moi-même, déjà sur ma vie et sur le fait d'accompagner les autres à s'apprendre au final. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'outils que j'emploie, beaucoup de, rituels, féminins, on va dire ça comme ça. Parce que j'allais employer le terme de sorcière, mais parce que ça me tient à cœur, mais on va dire de rituels féminins. Donc que ce Mmh. soit autour du cycle féminin, autour des cycles de productivité liés au cycle féminin, autour de la méditation, la relaxation. Je travaille beaucoup aussi avec, breathwork, donc tout ce qui est, respiration, guérison par la respiration qui est mais tellement puissante parce qu'on va chercher vraiment en profondeur et ça peut être violent. Moi, je dis toujours aux femmes qui commencent avec moi, «Vous attendez pas à avoir un truc, super peace et tout, l'éveil, c'est pas, comme ça, c'est, des tornades émotionnelles, c'est plein de trucs. Mais en fait, mon but aussi à travers ce programme et le droit d'être et le livre et le podcast et tout, c'est de vraiment, créer un groupe de soutien. Parce que je pars du principe qu'ensemble, en tant que femmes, on est super puissantes et pour permettre à chacune d'exprimer sa signature unique dans le monde, ben, je trouve que c'est tellement juste magique d'être ensemble et c'est pour ça que je prends 5 femmes uniquement, sur les 4 mois du programme. Parce que déjà, bah, j'ai envie de me donner à fond et que ça va être, vraiment, intense. On va travailler, avec l'écriture aussi. Pour moi, l'écriture est salvatrice. À chaque fois, j'appelle ça l'exploration salvatrice, parce qu'on sait jamais ce qui va sortir et c'est vraiment, l'outil que j'utilise à travers l'écriture, c'est vraiment d'écrire sans jugement, d'écrire ce qui nous passe par le cœur, qui nous passe par l'âme. On va aussi apprendre à développer son intuition, comment on développe son intuition pour se connecter à son âme, comment prendre des décisions pour soi sans blesser l'autre, parce que j'ai plus ce que j'ai écrit récemment, mais le but c'est pas, quand on s'exprime, c'est pas de blesser l'autre, mais c'est de parler de sa vérité et il y a vraiment des façons de communiquer qui sont importantes. Donc il y a aussi du travail sur, comment utiliser les mots, quels mots je vais utiliser, à quel moment, tout en étant aligné avec son authenticité. C'est pas genre: «Oh je prends des pincettes avec les mots que j'utilise», c'est pas ça. C'est je vais utiliser des mots impactants qui vont me faire prendre la responsabilité de ce que je suis et de ce que je vis, mais tout en l'exprimant à l'autre et il faut aussi que l'autre soit ouvert. Je te donne un exemple. La dernière fois, bon, je te parle avec mon chéri. L'autre jour, il voulait me parler, il avait besoin de parler et moi, j'étais pas du tout réceptive. J'étais dans ma phase, prémenstruelle et du coup, j'ai pas de patience, j'ai pas de réceptivité, c'est horrible. Après, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît, il me connaît par cœur et je l'ai regardé, j'ai dit: «Tu en fait, là, je sens que tu vas me parler des trucs et que tu as vraiment besoin de parler avec cœur, mais moi, je suis pas ouverte, en fait, là, du tout. Je suis dans ma bulle, j'ai besoin d'écrire, je suis fermée et tout». J'ai dit: «Donc en fait, je vais pas du tout être, ça va pas être juste, en fait, que je t'écoute là, parce que je vais t'écouter à moitié». J'ai dit: «Tu voilà» et du coup, on a parlé, ben, le lendemain ou le surlendemain et c'était OK, en fait et c'est vraiment de pouvoir créer tu vois, ce genre de relation authentique, déjà avec soi, se respecter soi, pour pouvoir après les exprimer avec les autres. Après, si l'autre accepte pas, ben, change, en fait.
tu vois? Tu es pas obligé de rester avec des personnes qui te comprennent pas, qui ont pas envie. Du moment que toi tu fais les efforts, ben, tu es pas obligé de rester là. Et tout le temps j'emploie une phrase, c'est: «Tu n'es pas un arbre, tu peux changer, tu peux bouger si tu n'aimes pas où tu es et ni avec les gens qui t'entourent». Voilà. n'est pas un arbre et ça, c'est vrai, mais je voulais vraiment parce que c'est un terme aussi là qui est un peu en train de se démocratiser, les blessures d'âme. On arrive là dans une phase où les gens prennent de plus en plus conscience et je veux qu'on voit après un autre point important, mais comment les femmes ou les hommes qui vont regarder ce live peuvent prendre conscience qu'aujourd'hui leurs blessures d'âme impactent toute leur vie, toutes leurs décisions, toutes les personnes qui arrivent à elles. Est-ce que toi, tu peux partager un petit peu comment aujourd'hui les blessures d'âme, bah, te limitent dans ta vie, quoi? Hem, alors, mmh, alors Là, tu es en train de vendre ton programme, c'est ça? non, 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 en fait, je suis en train de me dire, c'est la phrase de: «Les blessures d'âme te limitent dans ta vie». Alors une blessure d'âme, alors je vais t'expliquer un truc. Explique-moi. Voilà, oui, je vais t'expliquer un truc. En fait, vous avez une émotion négative, OK? Qui arrive à un moment T. Heu, exemple, tu as un ami et ça fait longtemps que vous vous connaissez et cet ami, ne t'appelle jamais, d'accord? Toi, tu as toujours l'impression que, c'est tout le temps toi qui l'appelles, que si tu l'appelles pas, et bah, lui il appelle pas, et cetera et cetera. Des fois tu t'en détaches donc tu te dis: «Bah, c'est pas grave, ça change rien» et puis des fois ça t'énerve donc tu t'énerves un peu. Quand on imagine un iceberg, OK? Dessous, c'est tout noir, ça fait peur, voilà, on ne sait pas et cetera. Quand on ne regarde que le haut de l'iceberg, c'est-à-dire que le haut de ton émotion, tu vas avoir peur. C'est là où va se manifester ta blessure d'âme. La blessure d'âme, Lise Bourboin, elle en parle très bien dans son bouquin «Les 5 blessures de l'âme», d'ailleurs que je vous conseille de lire parce que c'est un livre qui est juste incroyable, enfin c'est vraiment bien écrit, c'est bien après on prend ce qu'on veut dedans, voilà. On prend ce qu'on veut dedans. Je pense qu'il faut avoir quand même un esprit critique et se détacher, hein. C'est comme tout ce qu'on lit de toute façon, il faut se dire: «OK, ben, en quoi moi ça me parle?» et cetera. Elle en parle très bien, donc il y en aurait 5 des blessures d'âme. Mais le but, c'est déjà d'analyser quelle blessure d'âme on a, peut-être en lisant simplement la définition. Hem, mais quand on prend conscience de ça, ce qui est en dessous et qui est sombre, en fait, a tendance à se dissiper. On te dit que quand tu prends conscience d'une émotion négative chez toi, elle disparaît automatiquement. Rien que le fait de prendre conscience de cette émotion négative te permet de t'en détacher, tout simplement. C'est tellement puissant que ma caméra, elle en a bloqué. C'est du merde. On prend conscience, comme tu dis, donc dès qu'on prend conscience de l'émotion, elle disparaît. Pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, ça doit être l'un des livres que tout le monde doit lire. Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, car c'est un classique et qu'on le veuille ou non, on a tous une de ces 5 blessures. Donc, Mmh, pour si vous n'êtes pas encore au courant, on en a déjà parlé dans mon groupe. Il y en a 5. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Peu importe ce que vous allez vivre, il va y avoir, comme vient de dire Julie, vous allez avoir des personnes, vous allez avoir des événements qui vont juste venir renforcer cette blessure. Et tant que vous n'êtes pas conscience, vous allez subir, subir, subir. Et comme tu le dis, dès qu'on prend conscience de l'émotion qu'on a, de la blessure qu'on a, on prend la responsabilité pour changer notre réalité. Donc mmh, merci pour mmh. ça. Je veux juste que tu m'expliques et t'expliques les personnes qui sont là, quelle est la différence entre la mission d'âme? Bah, en fait, Ouais. j'allais y venir parce que Ah bah, parfait. du coup, c'est lié. Vas-y. Hem, En fait, j'allais te dire que c'est pas juste, prendre conscience de ses blessures à soi, parce qu'il y a des blessures qui appartiennent à ta lignée, qui ne t'appartiennent pas. Il y a des blessures qui appartiennent à tes vies antérieures et qui, aujourd'hui, ont juste besoin d'être ravivées, d'être guéries, d'être comprises pour être, mises dans une boîte et fermées et mettre là-bas parce que ça t'appartient plus. Hem, Tu vois, moi, vu que ça fait 1 an que je vis une transmutation d'âme, donc là aussi, c'est je t'expliquais, aujourd'hui, je pense que j'ai compris la différence entre, la mission de vie, c'est-à-dire ce que tu vas manifester et être dans le terrestre et ta mission d'âme. En fait, pour avoir
expérimenter. Je rigole parce qu'en fait, c'est trop drôle de, voilà, de, de, de dire ça comme ça. C'est vraiment, moi, c'est ma vérité. Après, voilà, les personnes qui regardent et tout, ils peuvent comprendre ou pas, mais c'est ma vérité. Et puis, voilà, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Hem, il y aurait une quinzaine de missions d'âme. Les premières missions d'âme, quand on vient de s'incarner, pour faire l'expérience humaine de quelques royaumes, mondes, dimensions, dont de laquelle on vient, on choisit de venir faire une expérience humaine. Les premières missions d'âme, par exemple, c'est faire l'expérience du bien et du mal, expérimenter, l'amour, et cetera, et cetera. Et puis on gagne en élévation de conscience comme ça, et on avance, et puis on meurt, et puis on se réincarne pour apprendre. Il y a aussi des moments où on va redoubler, parce qu'on peut passer une vie et ne pas avoir grandi en conscience, et juste mourir et revenir, voilà, des années, des centaines d'années après, je ne sais pas, pour refaire une expérience humaine, et du coup, bah, peut-être apprendre à vivre cette mission d'âme, et du coup la remplir. Comment je vois une mission d'âme? C'est que c'est un équilibre entre le faire et l'être. Pour avoir vécu la mission d'âme de l'amour de soi et l'avoir fini en novembre 2019, comme je t'expliquais, après un événement de malade. Mmh. Hem, C'était quoi je cet j'ai événement? Tu peux nous partager, Julie? Oui, Ou c'est personnel? j'ai été invitée sur un sommet international qui s'appelle Les Indomptables, et c'est en regardant mon interview, en fait, où j'ai reçu une claque, intense, en fait, mais j'avais l'impression que genre ça sortait de l'ordi. Une claque, mais énorme, et d'amour, universel, genre en pleine face, en fait, et j'ai commencé à pleurer. En plus, mon chéri était à côté de moi. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, et puis d'un coup, je me suis levée, et je suis allée, me nettoyer les bras. Genre, j'ai fait des trucs, mais hyper instinctifs, me laver la tête, le visage, me passer le visage sous l'eau. J'arrêtais pas de pleurer, et je sentais ma fille, parce que moi, j'ai ma deuxième fille, donc j'ai fait une IMG. Donc j'ai l'âme de ma fille qui est souvent présente avec nous, et là, pour la première fois, en fait, je l'ai vue. Alors je vois pas les âmes, peut-être comme d'autres gens, moi, je vois les âmes comme un truc qui vibre, en fait, et enfin, comme un mirage un peu. Tu vois, les mirages qu'on voit un peu quand il fait chaud, et donc c'est un peu comme ça que je vois le truc, OK. et je la sentais derrière moi, et qui me disait, «C'est OK, tout va bien». En plus, après, je suis partie chercher des fleurs dans le jardin, je suis partie allumer une bougie, je suis partie mettre de l'encens, enfin, et j'arrêtais pas de pleurer. J'ai dû pleurer, mais pendant 2 heures de temps, mais non-stop, genre comme si c'était genre tout sortait d'un coup, et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment ressenti qu'est-ce que c'est de s'aimer, genre dans toute sa splendeur, en fait, genre d'accepter tout ce que tu es, de t'aimer comme tu es, de t'aimer pour ce que tu es, avec tout ce que tu es. C'était juste waouh, incroyable. Donc j'ai vécu ça, et en fait, pourquoi j'en parle de manière consciente aujourd'hui? C'est parce que j'ai remarqué, hein, vu toute l'année que je viens de passer, d'être dans une transmutation, d'avoir ma nouvelle mission d'âme qui s'est posée, donc qui est, comprendre le monde. Donc comprendre le monde, c'est sauver le monde, c'est, voilà, c'est plein de trucs, no pressure, quoi. Voilà, et puis, en fait, dans l'autre, c'était un équilibre entre le faire et l'être, mais c'était plutôt faire pour être. Alors qu'aujourd'hui, je dois tendre vers un équilibre entre faire et être, et donc faire ce que je suis. On tend toujours vers cet équilibre-là dans toutes les missions d'âme qu'on fait. Ça, je pense que c'est une des bases qu'il faut transmettre, c'est on tend toujours à faire ce qu'on est. Après, ce qui est difficile, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce que je suis Mmh. venue faire là? Quelle est ma signature unique? Et c'est là où on revient vers le droit d'être au final, tu vois? Quel est mon droit d'être et comment je le prends, tu vois? Comment est-ce que je ne subis plus les choses qui m'arrivent? Comment est-ce que je ne subis plus mon environnement? Et souvent, on me dit: «Oui, mais les gens qui sont arrivés, dans des familles très pauvres, ou qui ont été battus ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils ont choisi d'être là?» Ben oui, en fait, parce que ça fait partie de ce que tu dois expérimenter pour grandir. Enfin, je veux dire, regarde Amma. Amma, elle vient d'un petit village perdu, tout paumé, super pauvre et tout, et regarde ce qu'elle est. Amma, elle est amour. C'est elle, sa mission d'âme, c'est être amour, tu vois, par exemple. Donc c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. Elle donne ça aux autres, et voilà, donc en fait, c'est toujours ça la mission d'âme. Donc tu vois, par exemple, donc tu me demandais la différence entre les 2, c'est que ta Ouais. mission d'âme, ça va être ta signature au final. Ça va être non, c'est plus ça va être ton expérimentation humaine à travers ton expérience. Donc qu'est-ce que tu vas vivre ici? Et ta mission de vie, c'est comment tu vas concrétiser dans le terrestre ce que tu es et ce que tu es venu faire ici.
C'est ça la différence. Donc, par exemple, Ama, qui est être amour, bah, elle, elle a trouvé à travers la spiritualité, une façon de donner de l'amour aux gens et d'être amour totalement, tu vois? Moi, par exemple, dans ma nouvelle mission d'âme là, de comprendre le monde, enfin, je peux te dire que je viens de passer une année à me poser plein de questions sur, beh, qui je suis, comment je fonctionne, enfin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je suis devenue super antisociable, je suis devenue un ermite, enfin, j'habite en haut de la chaloupe, et j'habite dans un endroit mais c'est trop bien, j'habite dans la forêt, enfin, je me suis vraiment reconnectée à mon essence, en fait, tu vois? De femme, de guérisseuse, de chamane, enfin, je sais pas comment tu veux appeler ça, mais c'est vraiment, On appelle comme ça ça que je comme me tu veux. ressens. Voilà, mais c'est ça la différence, en fait, entre les 2. Ta mission d'âme, ça va être, ce que tu es venu faire, ton expérience humaine et ce que tu es venu accomplir et à travers, laquelle tu vas t'élever en conscience si tu décides bien sûr de le faire et on s'élève en conscience quand on sublime ses blessures. C'est quand on apprend à sublimer ses blessures qu'on s'élève en conscience. C'est pas juste en utilisant des pierres ou de la méditation ou de l'encens ou je sais pas quoi. Ça, ce sont des amplificateurs qui vont t'aider à canaliser parce que tu vis une expérience terrestre et que tu as besoin d'ancrage. On ne se on ne se met jamais en état de transe ou autre si on n'est pas ancré d'abord. On te dit toujours: «Travaille d'abord ton ancrage». D'abord tu te poses, ensuite tu t'élèves. On fait pas Mmh. ça et après l'autre, sinon on devient gazé, hein, tout de suite. C'est trop facile de se perdre. Voilà. C'est important parce que c'est vrai qu'on a des gens qui peuvent être aujourd'hui dans l'incompréhension de se dire: «Quelle est ma mission de vie?» heu Oui. et c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup entendu depuis que j'ai créé ce groupe-là, où les personnes viennent m'envoyer des messages: «C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie?» Et là, grâce à toi, on vient de prendre conscience, moi j'ai pris conscience en échangeant avec toi hier, qu'on a une mission d'âme et une mission, de vie. Et ce qui est important dans ce que tu dis, et on revient encore au droit d'être et à la responsabilité qu'on a, c'est dès lors qu'on comprend quelle est notre mission d'âme, on peut déjà tourner et aller vers notre mission de vie. Mmh. Et ça, c'est Ça devient fantastique. plus facile, c'est sûr. Très bien. Ouais. Et comment on peut faire, voilà, on pourrait parler encore des heures et des heures, mais comment on peut faire aujourd'hui pour savoir quelle est notre mission d'âme? Est-ce que tu as des pistes? Alors moi, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des lectures d'âme et du coup, qui m'a permis de découvrir ça et tout ce qu'elle m'a dit, ça me tu sais, c'est comme si en fait tu savais déjà, mais en fait là, il y a quelqu'un qui te le dit et du coup, c'est comme si tu fais un reset dans ta tête, dans ton âme et en fait, toutes les informations que tu avais déjà, elles viennent à toi d'un coup. Donc moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est incroyable et qui m'a apporté tout ça, en fait. Mais je pense on peut comprendre quelle est notre mission d'âme à travers peut-être des attributs qu'on a déjà, tu vois? Genre, par exemple, est-ce que, les gens viennent à moi, facilement? Est-ce que, est-ce que j'ai, besoin d'aider les autres beaucoup? Est-ce que, quel sentiment ça me procure? Est-ce que c'est mon ego qui se manifeste? Et même quand c'est l'ego, en quoi il va être bénéfique pour comprendre qui je suis? Hem, En fait, voilà, je pense qu'on peut comprendre ce qu'on est venu faire déjà en analysant quels sont nos attributs d'être. Pas dans ce qu'on fait, juste dans ce qu'on est. C'est-à-dire, là, si tu es dans une pièce, qu'est-ce qui va se passer autour de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi et qui commence à te parler de sa vie? Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps, ça, hein. J'ai toujours des petits monsieur ou des petites madames qui viennent me dire: «Non, mais madame, on connaît», enfin voilà, tu vois? Bon, bref et voilà, donc j'ai toujours ça. J'ai toujours plein d'enfants aussi qui viennent me voir, qui sont hyper, attirés et tout. Moi, j'adore les enfants. Donc voilà, peut-être analyser ses attributs, Mmh. savoir et je pense aussi analyser ses zones d'ombre parce qu'au final, apprendre de ces zones d'ombre enfin moi j'adore tout ce qui est shadow work, aller chercher à l'intérieur de soi profondément, aller remuer la vase dégueulasse là, tu sais? Qui fait qu'on est humain en fait, tu vois? Aller chercher là-dedans là et faire sortir en fait toute la lumière qui a besoin de d'éclater de ça en fait. Parce qu'il y a pas de lumière sans ombre et il y a pas d'ombre sans lumière. Je pense que ça c'est une phrase, bateau qui se dit souvent, mais elle est tellement forte de sens au final. Parce que c'est qu'en allant chercher dans ces trucs horribles qu'on n'a pas envie d'aller voir, c'est en se regardant en face, en se disant: «OK, mais moi en fait là, ben, j'ai fait du mal aux gens». Tu vois, plein de fois dans les conférences aussi, même en parlant de ma séparation, oui, j'étais avec un pervers narcissique, mais j'ai fait aussi des trucs dans notre séparation qui étaient horribles, que j'aurais jamais cru être capable de faire ça, mais je souffrais tellement que du coup c'est sorti et ma noirceur est sortie et je peux te dire que je l'ai regardé en face un jour et je me suis dit: «OK, toi c'est bon, je t'ai vu.
Ok, j'ai vu. Ok, c'est pas joli, mais on va essayer de travailler là-dessus et de faire sortir les rayons lumineux. Et aujourd'hui, ben, je sais que c'est ma lumière qui pète. Et je sais aussi que j'ai des zones d'ombre et tu vois, moi, mon chéri, ce serait le mieux placé pour te dire que des fois, mais je suis hardcore, quoi. Et ça, c'est surtout quand je suis très dans les hauts, quand j'assimile beaucoup et que tu sais, j'ai pas eu assez de temps pour prendre du recul sur mes expériences et que du coup, je suis assez brute de décoffrage d'un coup là, souvent genre période prémenstruelle aussi. Donc, tu vois. Euh, mais Ouais, je c'est vois. ok, on se comprend en fait, on se comprend et moi je prends et j'ai plus peur en fait aussi de m'exprimer aujourd'hui et de dire bah non là je suis pas disponible, ben non là c'est pas pour moi, bah non là j'ai pas envie. Quand j'ai mes règles, je suis ok d'annuler mes cours, mes mentorats et tout, et je suis contente de travailler avec des gens aujourd'hui aussi. De toute façon, enfin, je pars du principe que si t'acceptes pas comment je travaille pas avec toi, parce que moi je vais accepter comment t'es, et il faut que tu acceptes aussi comment je fonctionne. Mais je suis une femme, je suis cyclique, je suis changeante, je vis avec le rythme de l'univers et j'ai besoin qu'on comprenne ça en fait. Voilà. Donc, et ça, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes. Vous êtes changeante et vous vivez au rythme de l'univers. C'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est Miranda Gray qui dit ça dans son livre Lune Rouge. Et c'est un des livres d'ailleurs que je te conseille, Fabien, même si tu n'es pas une femme. Ça t'apprendra beaucoup de choses sur les femmes et comment on fonctionne. Mais Fut un temps, j'étais une femme, donc je vais le lire avec plaisir. voilà. Mais je trouve que c'est juste extraordinaire en fait d'apprendre tout ça sur soi. C'est, tu sais, j'écrivais dans le truc que je t'ai envoyé. Euh, pour moi, l'expérience humaine, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau. On vient ici pour faire cette expérience-là, et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Des fois, moi, je dis à personne que c'est facile, mais je dis à tout le monde que c'est beau. En fait, c'est beau de vivre ça, et c'est beau d'être soi. C'est le meilleur cadeau que tu pourras t'offrir. Le Pour meilleur. terminer, Julie, parce que je pense que ça peut être une des vérités, mais tu le sais maintenant, à chaque fois que je termine mes interviews, je termine avec les. J'ai pas encore trouvé de nom sympa, mais si vous avez des noms, les membres de la spirale, partagez-moi. On va pouvoir mettre un nom sur ce petit jeu. À chaque fois que je termine mon live, je demande à l'intervenant, donc je vais te demander quelles seraient tes trois vérités. C'est-à-dire que si demain tu étais emmené à quitter cette terre, quel serait le cadeau, quelles seraient les vérités que toi tu as expérimentées et que tu as envie de laisser comme héritage, que ce soit pour tes enfants ou les gens que tu connais? Quelles seraient les trois vérités que tu laisserais derrière toi, Julie? Toujours prendre la responsabilité de ses actions, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Enfin, j'ai encore eu ça avec ma fille hier. Il s'est passé un truc et du coup, je lui ai dit, tu vois, le monsieur là, il n'a pas voulu admettre qu'il avait tort. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est vraiment prendre la responsabilité de ses actions. C'est que tout, tout, tout dans ce monde a des lois universelles et est régi par une énergie qui s'appelle l'amour et qui n'est pas comme on croit qu'elle est. Qui n'est que bénéfique et bienveillante, mais qui aussi parfois te met des choses sur ta route parce que tu as besoin de les expérimenter. Et moi, j'ai appris cette année, en 2020, ça m'a réappris encore à faire confiance. Et je pense que je fais confiance à l'univers, mais vraiment avec tout mon cœur aujourd'hui. Et la troisième chose, ce serait ouais, que d'être soi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Namasté. Voilà. Namasté, Mm. merci d'avoir partagé ces trois vérités. Première vérité que tu laisserais derrière toi, toujours prendre la responsabilité de ses actions dans tout, comme le bon comme le mauvais. Ouais. Deuxième vérité, Julie, ça serait euh, de tout dans ce monde, il y a des lois qui est régie par l'amour. Et bien sûr que l'univers prend soin de tout. Tu vas pouvoir vivre des expériences, c'est ce que tu me partages. Tu vas pouvoir vivre des expériences, mais l'univers a un plan pour toi et c'est toujours pour ton bien. Et pour terminer, être soi, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Merci Julie. Est-ce que tu as un dernier mot pour les membres de la spirale ou que tu souhaites partager? Où est-ce que les gens peuvent également te retrouver, Julie? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, et j'ai une chaîne YouTube aussi. Puis surtout, bientôt, il y aura le podcast qui va sortir, et j'espère, Inch'Allah, que fin mars, le premier épisode va sortir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver partout. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est Juliane Landrieux.
voilà, j'ai fait simple. Bon, génial, merci. Et ton programme sort le 27 En fait, il février. sort, vendredi et la cérémonie d'ouverture donc aura lieu, le 27 février. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à laisser avant qu'on termine? Non, merci beaucoup d'avoir, suivi, tous ces termes de ouf et non, mais merci d'avoir été là, c'était chouette. Dis-nous Merci beaucoup. comment tu as vécu cette expérience du mardi interview? Bah, je suis très posée là et puis, j'ai ma petite Anthurium à côté de moi, tu vois? J'ai mon petit quartz et tout. Non, je suis bien, je suis bien. Je suis bien, sois bien Génial, quoi, sois bien, génial. Sois bien, sois sois bien. toi-même. Et on vous souhaite tous une excellente soirée. C'est toujours de cœur à cœur de vous faire ce genre de vidéo. Je vous embrasse et on se retrouve pour la prochaine. Merci Julie. Ciao, ciao tout le monde.